On poursuit notre showroom ici avec une famille nombreuse là sur le podium. C'est la famille du Digital Place. Avec vous, Benoît David, vous êtes chargé de mission. Je vais présenter brièvement le reste de nos invités. Donc il y a pour Pixiens Alexandre Delallot, ensuite pour Sauvinti François Prigent, pour Orme Marie-Laurence Meyer et puis derrière pour Sinox Jérémy Sicard. Allez-y. Bonjour à tous et merci d'être venus. Alors moi je vais vite présenter, donc faire assez bref. Donc je fais partie du cluster Digital Place. Donc le but de Digital Place, c'est d'aider les entreprises de Midi-Pyrénées, les entreprises numériques, à se développer. Donc on a 4 axes principalement: le développement commercial, le développement de l'innovation, l'accès au financement et bien sûr le développement à l'international. Et j'ajouterai, ce n'est pas sur la slide, le cloud. Voilà. Donc vous avez en bas du slide quelques mots-clés du cluster. Donc voilà, c'est un groupement d'entreprises collaboratifs où on met en avant beaucoup le partage entre adhérents, le retour d'expérience. Et nous sommes là pour faciliter la vie des entreprises et pour leur faire gagner du temps. Donc le cluster, c'est un groupement d'entreprises. Donc voilà, il y a 165 entreprises qui sont adhérentes. Il a été créé en 2011. Donc c'est principalement des éditeurs de logiciels, des SS2I, des entreprises dans le conseil en technologie et des entreprises du secteur des télécommunications. Voilà, donc au point de vue de la taille des entreprises, il faut savoir qu'on a environ 30% de start-up. Quand je parle de start-up, je veux dire des entreprises de moins de 5 ans. Et sinon, on est composé à 55% d'entreprises de moins de 20 salariés, donc des TPE. Nous sommes plutôt orientés TPE, même si nous avons aussi quelques grands comptes qui sont membres, par exemple Orange, Airbus ou Capgemini. Donc eux, ce qu'ils viennent chercher, c'est typiquement l'innovation. Donc ils veulent rencontrer des entreprises innovantes, comme j'ai à ma gauche, justement. Donc voilà, notre but, c'est aussi de vous aider à naviguer dans l'écosystème régional de Midi-Pyrénées qui peut parfois être compliqué, entre les collectivités locales, les laboratoires, les industriels et surtout les nombreux clusters de filières. Voilà, donc je vais passer rapidement là-dessus. Donc on a décliné une offre de service, donc voilà, spécialement pour les startups et les PME. Voilà, vous avez quelques exemples là. Je vais très vite laisser la parole parce qu'après tout, vous êtes quand même venus pour qu'on vous parle d'e-santé et de solutions innovantes. Donc je vais laisser la parole aux 4 entreprises de Digital Place qui travaillent dans ce secteur-là. Voilà, je vais laisser la parole donc à Alexandre Delallot de Pixiens. Bonjour à tous, merci de nous accueillir, Digital Place de nous accueillir sur son stand. Aujourd'hui, Pixiens est une entreprise toulousaine de 10 salariés qui s'intéresse à développer des solutions pour la dermatologie. On est parti d'un constat. Actuellement, il y a à peu près 4000 dermatologues en France. D'ici 15 ans, ils ne seront plus que 2000. Donc on se pose la question de ce qui va se passer au niveau des services hospitaliers qui vont être complètement engorgés et au-delà de la création de déserts médicaux. L'avantage avec la dermatologie, c'est que toutes les lésions sont visibles, donc c'est facilement pris en photo, et donc ça va être une piste privilégiée pour la téléexpertise, la téléconsultation. Tout le monde a un smartphone aujourd'hui. Ça peut vous paraître simple de prendre une photo, mais lorsque cette photo va servir à un diagnostic, c'est beaucoup plus complexe. On atteste ce petit exemple en fait, où vous avez, suivant 2 conditions lumineuses, deux photos qui ont été réalisées qui sont complètement différentes. Ce qu'on cherche à faire chez Pixiens, c'est à rationaliser cette couleur de la photo pour que le praticien, quand il va les recevoir, puisse réaliser un diagnostic en toute confiance, puisse réaliser un véritable suivi des malades. Et voilà par exemple qui vient de s'afficher donc la photo corrigée. Vous voyez, à partir des 2 photos précédentes, on obtient les 2 autres complètement comparables. Donc on a 2 types de technologies. Un type de technologie qu'on appelle dermoscope, qui vient réaliser une photo en contact de la peau, globalement plutôt destiné au suivi des cancers cutanés, à la détection des cancers cutanés, et une photographie dite clinique, où on vient placer une petite lumière colorimétrique dans la photo pour corriger ce contexte colorimétrique. Pardon.
Donc voilà, ici un petit exemple du dermoscope avec un zoom sur une lésion assorti d'un logiciel qui permet de réaliser un suivi réel du patient à 6 mois, à 1 an par exemple, avec une localisation sur un modèle des différentes lésions. Un petit exemple également de ce qui est possible en photographie dite clinique, donc avec différentes corrections. Et également une correction de distorsion qui permet de réaliser des mesures réelles sur les photos. Voilà, sur ce point-là. Notre marché, on va s'adresser aux EHPAD pour notamment tout ce qui va être plaies chroniques, kératose, purpura, etc. Les centres carcéraux, les maisons médicalisées, donc qui sont des maisons de soins plutôt situées en déserts médicaux, et également sur la médecine du travail pour toutes les pathologies cutanées associées référencées en tant que maladie professionnelle. Un mode de fonctionnement très simple, les deux technologies sont d'ores et déjà intégrables au niveau des solutions de télémédecine existantes, donc ce qui fait que le modèle économique est assez simple à ce niveau-là. Et 3 objectifs nous concernant, qui sont la définition, donc vous l'aurez compris, d'un standard de l'imagerie dermatologique, permettre vraiment des mesures réelles, objectives sur ces images, et ensuite pour nous de développer de l'intelligence, c'est-à-dire des algorithmes qui vont aider les médecins à donner leur diagnostic sur ces photos. Voilà, je tenais à en remercier en dernier slide l'ensemble de nos soutiens et partenaires. Merci. Merci bien. Allez-y. Bonjour, moi je suis Marie-Laurence Meyer, je représente la société ARM. Voilà, donc je vais vous présenter une solution de détection de chute. Donc, comme tout le monde le sait, donc, notre population est vieillissante. Donc cette diapositive présente quelques chiffres. Il va y avoir plus de 2 millions de personnes de plus de 85 ans en 2020. Et cette population va être particulièrement sensible aux chutes. Déjà actuellement, il y a plus de 7 millions de chutes par an. Donc c'est déjà un problème humain important, puisqu'une personne âgée qui chute, ça a souvent des conséquences dramatiques, en particulier si la chute n'est pas détectée rapidement. Et en plus, c'est aussi un problème sociétal, parce que ça représente un coût assez important pour la société. Donc la détection des chutes est un véritable enjeu. Donc on s'est occupé de cette détection de chute. Quelques mots sur la société Homme. Donc c'est une société qui existe depuis 1996. On est basé à La Beige, à côté de Toulouse, et on est dans le domaine industriel. On est spécialiste de traitement d'image et traitement du signal, avec des clients qui sont des grands comptes de l'industrie aéronautique, spatiale et automobile, et donc pas du tout dans le domaine de la santé. Et il y a quelques années, on a donc décidé de mettre au point un capteur de chute en se basant sur notre spécificité de traitement du signal et traitement d'image. Et donc le capteur, c'est ce que vous voyez ici. Donc c'est ce que vous voyez sur la droite. Donc c'est un capteur du commerce et qui est relié à un mini-ordinateur, et toute notre plus-value réside dans le logiciel qui est dans le mini-ordinateur, qui met en place un algorithme de détection des chutes. Donc l'objectif, ce système est destiné aux EHPAD et au maintien à domicile, et plus particulièrement pour la détection des chutes la nuit. Donc pourquoi la nuit? C'est déjà parce que statistiquement, la plupart des chutes se produisent la nuit. Et en plus, c'est malheureusement là où on les détecte le moins, puisque dans les EHPAD, la nuit, il y a moins de personnel. Et au niveau du maintien à domicile, c'est un peu la même chose. Dans la journée, il y a toujours du mouvement, des gens qui passent, alors qu'une personne qui est seule chez elle la nuit, si elle tombe chez elle à 11 h du soir, il y a toutes les chances qu'elle reste à terre sans personne pour l'aider jusqu'à 7-8 h du matin où quelqu'un va venir la voir. Voilà, là vous avez la représentation d'un système dans la chambre d'un résident en EHPAD. Donc le système est positionné en haut dans un coin de la pièce. Et comme vous voyez, c'est assez discret, et c'est un peu notre objectif, c'est d'être aussi discret que possible pour réussir à assurer la sécurité des personnes sans les gêner le moins possible.
Voilà, les spécificités de notre capteur, donc il est autonome, il détecte tout type de chute, les chutes lentes et les chutes rapides. En fait, on détecte la position de la personne, donc on n'a pas besoin de détecter un chute violent. Enfin voilà, il n'y a pas de mouvement. Et il est actif de jour comme de nuit, il est basé sur l'infrarouge, donc il fonctionne aussi bien la nuit que le jour, il est sans contact avec la personne et il est facile à installer et peut s'adapter à la configuration de la pièce. Donc une fois qu'on a détecté la chute, on transmet bien sûr une alarme. Dans un EHPAD, c'est pas difficile, on envoie l'alarme au personnel de l'EHPAD qui va être capable d'intervenir. Pour le maintien à domicile, c'est un peu plus compliqué, il faut qu'il y ait une société de service à la personne qui reçoive l'alarme et qui soit capable d'intervenir chez cette personne. Notre outil est évolutif. Au début, on s'est vraiment consacré à la détection de la chute, mais par contre, on s'est rendu compte qu'on pouvait faire d'autres choses. Donc, quand on connaît la position de la personne, on peut détecter d'autres scénarios, comme par exemple dans le cas de la garde de nuit à domicile, on peut détecter une personne qui sort de son lit, qui se lève, et si au bout de 20 minutes ou d'une demi-heure, elle n'est pas revenue dans son lit, ben, on envoie une alarme, c'est qu'il s'est passé quelque chose. Donc l'outil peut devenir un outil de prévention en détectant des comportements à risque. Ça peut devenir aussi un outil d'évaluation de la fragilité. Et voilà. Donc je suis à votre disposition si vous voulez d'autres renseignements. Et sinon, vous avez nos coordonnées si vous voulez nous joindre. Merci de votre attention. Merci madame. Allez-y. Bonjour, François Prigent. Il y a quelques temps, je disais, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord. J'étais commandant de bord, instructeur pilote de ligne, et puis j'ai changé de métier. J'ai enlevé ma casquette, donc ça permet de voir ma calvitie. J'ai créé Sauvanti, qui est une société qui permet de sauver des vies grâce à l'intelligence et à la technologie. En gros, j'ai pris les systèmes de sécurité que nous avions dans l'aéronautique pour les transposer tout doucement dans le côté médical. Ceci sans faire de gros soucis aux gens, avec une plateforme qui est excessivement simple à comprendre. Tout le monde sait que lorsque tout est au vert, eh bien, ça va bien. Quand il y a de l'orange, il y a un risque. Quand il y a du rouge, il y a un danger. Donc cette plateforme est dédiée aux patients, qui est justement centrée. L'intérêt de notre technique, c'est que tout est centré sur le patient. Et tout autour tourne. En gros, c'est comme un radar. Un radar, il détecte un avion. On sait s'il est en montée, en palier ou en descente. On sait s'il est au Cap Nord ou au Cap Sud. On sait ce qu'il fait, on sait quelle altitude il vole, à quelle vitesse il vole, on sait plein de choses. Alors vous allez me dire, oui, mais le Malaysia 370, on ne sait pas. Je viendrai me voir plus tard, je vous expliquerai comment on peut savoir quand même beaucoup de choses qu'on ne vous dit pas. Ceci étant dit, donc, pour les patients, ce qui nous intéresse, eh bien, c'est justement de pouvoir surveiller le patient et de le prémédiquer avant son hospitalisation, par exemple, de bien suivre tout ce qui se passe en pré-hospitalisation, en préopératoire, en péropératoire, en post-opératoire et en post-hospitalisation. Grosso modo, on a poursuivi, on a prolongé le bras et le cerveau du médecin ou du chirurgien. Tout ceci avec un système de checklist. C'est pas avec une checklist qu'on fait décoller un avion. C'est pas avec une checklist qu'on guérit un patient. Mais c'est avec une checklist où on valide certaines choses dans le passé. Nous avons fait beaucoup plus. Nous avons été avec des médecins, puisqu'on a travaillé, nous sommes une douzaine d'ingénieurs. On a travaillé avec des médecins, chacun dans leur pathologie, pour savoir exactement ce qui se passait. Et on a donc non seulement la checklist qui vérifie le passé, mais également la to-do list. C'est-à-dire que lorsqu'il se passe quelque chose, chacun sait ce qu'il a à faire. Et on distribue la bonne information à la bonne personne au bon moment. À partir de là, eh bien, les gens savent exactement ce qui se passe. Le circuit clinique eh bien, n'est plus disruptif. Alors vous savez que c'est dans ces moments-là où nous avons beaucoup d'erreurs de transmission de dossiers, transmission de données. Et là, du coup, notre système prenant le patient centré, eh bien, on arrive tout doucement à savoir exactement ce qui se passe. On sait qui a fait quoi et quand. Alors, ce n'est pas de la traçabilité pour jouer le gendarme et dire « vous n'avez pas fait ça », c'est pour prévenir. Et on a été tellement loin que, justement, grâce à notre système, eh bien, on fait énormément de prévention, à tel point qu'il y a même des services qui se sont inquiétés de voir qu'il n'y avait plus d'alerte, qu'il n'y avait plus, vous savez, on doit faire un événement de report, des événements indésirables. Comment ça se fait, il n'y en a plus? Maintenant, parce qu'il n'y en a plus du tout, puisqu'on interrompt le protocole avant qu'il se passe quelque chose de grave. Et tout simplement, avec ce système, nous avons été, avec un simple smartphone, on pourra vous faire voir pour les gens qui sont intéressés, après, je vous expliquerai comment ça fonctionne. C'est 5 secondes pour comprendre comment le système fonctionne, et derrière, vous avez un système, un logiciel,
qui vous permet de suivre. Alors, c'est pas parce que c'est simple sur un logiciel que c'est simple à réaliser. J'ai plus de lignes de code dans mon logiciel, dans le calculateur central. Ici, le smartphone n'est qu'un terminal. Il y a plus de lignes de code qu'il n'y a de lignes de code dans le calculateur de navigation de l'A380. Voilà, pour vous donner une idée. Donc c'est pas si simple à réaliser, simplifié, mais pour donner du sens, c'est pas toujours évident, sans rien oublier. C'est surtout la chose la plus importante. Nous sommes basés, eh bien, comme j'ai passé ma vie dans les avions à les piloter, je suis tout près des bouts de piste de Blagnac, on est basé à Corne-Barieux, et bien quand vous souhaitez, vous pouvez nous demander un contact et on vous expliquera. Nous nous adressons évidemment à tous les établissements hospitaliers. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, François Prigent. Alors bonjour à tous, donc Jérémy Sicard, je représente la société Synox aujourd'hui. Je remercie également Digital Place de nous donner la parole. Alors pour être tout à fait clair, Synox n'a pas vocation à être un professionnel de santé et Synox n'est pas un professionnel de santé. Synox vulgairement peut s'apparenter à une société de services informatiques qui a migré vers les objets connectés. Une société de services informatiques donc, qui s'est créée en 2005. Avec la vocation de rendre connectés les objets. Alors rendre connectés les objets, ça veut dire beaucoup de choses. Nous n'avons pas spécialement d'objets connectés en propre. Notre métier va être, comme je viens de vous le dire, de les rendre connectés. Pour les rendre connectés, on s'accompagne d'un écosystème qui se constitue d'industriels, qui va se constituer d'opérateurs télécoms pour transmettre les informations, qui va se constituer de sociétés qui vont réaliser le stockage. Synox réalise du stockage, ou les opérateurs télécoms réalisent également du stockage sécurisé pour le coup dans la santé. Et enfin, toutes ces informations, une fois qu'elles sont stockées, elles n'ont à peu près aucune valeur. On l'a dit tout à l'heure, plusieurs conférenciers en ont parlé, l'information non analysée n'a pas de sens. Elle a du sens qu'à partir du moment où elle est traitée, où les indicateurs sont pertinents et où elle est restituée de façon pertinente. Alors, quelques références de Synox dans la santé. C'est 1500 objets connectés par mois à peu près, pas tous dans la santé, 400 clients dans le secteur de la santé, notamment dans le domaine de la téléassistance et du service à la personne. 50 boîtiers connectés à gérer, alors c'est pas 50 unités, c'est 50 types de boîtiers connectés. Les boîtiers de santé connectés dans le service à la personne. On va avoir le boîtier de téléassistance qui va permettre de générer une alerte, on va avoir la perte de verticalité, on va avoir la détection de chute, on va avoir la géolocalisation pour les personnes atteintes d'Alzheimer par exemple. Pour pouvoir faire tout ça, il faut être capable de gérer ces objets connectés. Les chiffres sont hallucinants en termes de quantité d'objets, et par conséquent, il faut avoir un outil d'inventaire, un outil de gestion précis et facile à utiliser. C'est la première partie de notre service. La deuxième partie de notre service va être, comme je l'ai dit tout à l'heure, de restituer cette information. Pour la restituer, elle peut se restituer sous diverses formes. Ça peut être l'intégration de données intelligentes à l'intérieur d'un logiciel métier qui existe déjà dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Ça peut être également une application pour smartphone. Alors là, on voit en l'occurrence une application pour smartphone qui est ni plus ni moins la mise sur un smartphone d'un livre qui est une solution d'apprentissage pour les nouvelles techniques d'anesthésie. On l'a présenté sur smartphone pour la bonne et simple raison que certains praticiens nous demandaient d'avoir un support qu'ils étaient capables d'amener en bloc opératoire. Ils nous demandaient de le porter sur smartphone, ce qu'on a fait. Alors, je parlais tout à l'heure du marché des objets connectés. Aujourd'hui, c'est 15 millions d'objets connectés recensés. Prévision de l'IDAT, 80 millions d'ici 2020. Si on en rediscute dans 3 semaines, normalement ça aura encore augmenté, à chaque fois qu'on en parle ça augmente. Une diversité dans les usages, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a parlé tout au long de la journée d'outils de santé, d'objets de santé. On parle tout à l'heure de télémédecine, on parlait tout à l'heure de télémédecine, mais on peut descendre en gamme finalement en parlant d'objets du quotidien. Aujourd'hui, on voit le quantifiel self
apparaître avec les bracelets connectés. Les gens ont de plus en plus envie de suivre leur propre santé. Et pour pouvoir suivre cette propre santé, à un moment donné, il faut avoir un capteur. Il faut avoir un capteur, il faut que ce capteur remonte une information, comme je l'ai dit tout à l'heure, que cette information soit stockée, qu'elle soit analysée, qu'elle soit restituée. Alors le métier de Synox, pour faire simple, c'est de se placer au milieu de cet écosystème. C'est-à-dire que nous, on s'est aperçu que finalement l'innovation, elle ne vient pas d'un corps de métier. L'innovation ne peut pas venir uniquement d'un professionnel de santé. L'innovation, elle vient d'un industriel qui va fabriquer une sonde ou un capteur. Elle va venir d'un opérateur télécom qui va transporter cette information de façon intelligente, de façon sécurisée, de donner les outils aux personnes qui ont besoin de créer des objets de santé qui sont toujours plus petits. On a tous connu la carte SIM. Aujourd'hui, on voit la carte SIM soudée, c'est-à-dire qu'on est capable de l'intégrer à l'intérieur d'une montre. Donc j'ai parlé des industriels, j'ai parlé des opérateurs pour le transport de l'information, les sociétés de services comme la nôtre qui vont stocker l'information, et enfin les clients, nos clients, qui eux fabriquent des objets de santé et qui ont pour clients des patients ou des personnes qui peuvent suivre leur santé au quotidien. Donc notre solution est un service, oui en effet, parce que notre solution n'est pas un produit matériel, notre solution c'est de faciliter l'accès à ce type de projet. Et pour faciliter l'accès à ce type de projet, il faut réussir à connaître cet écosystème et réussir à le maîtriser. Et c'est l'occasion, d'ailleurs c'est ce que fait Digital Place en réunissant tous ces acteurs autour d'une même table. Alors, pour rentrer un tout petit peu plus dans le détail et rapidement, on a deux produits qui aujourd'hui sont utilisés dans la santé. J'ai parlé tout à l'heure de la téléassistance. La principale utilisation par la téléassistance, c'est notre produit qui s'appelle SOM2M. SOM2M, c'est concrètement un service de commercialisation de cartes SIM, tout opérateur confondu, sur l'intégralité du territoire français et mondial. Et il n'y a pas spécialement de frontières pour la santé. Donc c'est un outil qui va vous permettre d'associer une carte SIM ou un moyen de connectivité avec un appareil, avec un utilisateur, avec une adresse d'installation. On s'est aperçu dans la téléassistance que les personnes qui travaillent dans la téléassistance ont quand même de certaines difficultés à réussir à gérer leur clientèle d'un côté, l'industriel qui va leur vendre le matériel, et les contrats opérateurs qui, comme tout le monde le sait, sont de toute façon compliqués à gérer. Le but du jeu, c'est de justement simplifier cette gestion en la centralisant dans un seul outil. D'où la plateforme web. Et le deuxième service qui intéresse la santé aujourd'hui, c'est cette partie stockage de données. Toutes les données de santé ne sont pas des données à sécuriser. Le nombre de pas que je fais par jour peut être rendu public, ça ne me pose strictement aucun problème. Maintenant, ma pathologie doit être sécurisée et ne doit pas être accessible. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a le stockage à zip qui est rendu disponible par certains grands opérateurs, alors télécom ou des opérateurs d'infrastructure ou des grands comme IBM par exemple, où là on est sur du stockage sécurisé. Et ensuite derrière, on a des sociétés comme la nôtre ou d'autres possesseurs de data centers qui vont venir stocker cette information de manière sécurisée, mais sans forcément une certification à zip, pas forcément utile et onéreuse par la même occasion pour ce type de solution. Donc concrètement, pour résumer le positionnement de Synox, c'est de faciliter justement l'accès à ces nouvelles technologies, l'accès à ce transport de l'information et réussir à faciliter justement le processus de mise en place de ce type de projets qui sont souvent innovants, qui n'ont pas forcément une rentabilité immédiate et qui ont besoin d'être testés, de vivre pour pouvoir un jour être commercialisés et être adoptés par le plus grand nombre. Voilà, je vous remercie et je laisse une conclusion. Un petit mot de conclusion, si vous voulez. Bref. Alors j'ai pas de conclusion toute prête, mais je vais en profiter pour remercier le Centre e-Santé et le Technopôle Castres Mazamet qui sont maintenant partenaires de Digital Place depuis la création de Digital Place il y a 3 ans.
Donc merci de nous donner cette chance et merci de donner cette chance aux entreprises IT justement, puisque l'e-santé c'est un domaine porteur, on l'a vu. Et donc voilà, il y a plein d'entrepreneurs IT qui sont ravis de travailler pour l'e-santé. Voilà. Merci à tous. Merci à vous.